Comment concilier protection des lanceurs d'alerte et management? Sandra Charrère-Petit, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sandra Charrère-Petit, directrice du RITM, donc laboratoire économie-gestion à l'Université Paris-Sud, et spécialiste de la question du whistleblowing, donc des lanceurs d'alerte. Gros sujet ça, les lanceurs d'alerte. Gros sujet qui a connu une actualité ces dernières années, mais en réalité ça a toujours été un sujet. L'histoire nous enseigne qu'il y a, et on peut le voir d'ailleurs, si vous allez à Venise, sur les murs du Palais des Doges, vous voyez des traces, des bouches de dénonciation sur les domaines fiscaux et de santé, dans le champ de la santé. Les Vénitiens étaient invités à informer de manière secrète, ils venaient la nuit déposer leurs billets, les doges, qui étaient les premiers magistrats de Venise, de ce qui pouvait se passer en termes de, aujourd'hui, quelques siècles plus tard, on dirait des misconducts. Voilà. Donc, finalement, il y a aussi l'abbaye de Fontevraud, où l'organisation elle-même avait institutionnalisé des lanceurs d'alerte internes, puisque dans cette abbaye dirigée par une abbesse, il y avait 2 sœurs qu'on appelait les sœurs Cherches, et qui étaient missionnées pour déambuler dans l'abbaye, pour faire la chasse aux oisives et aux babillettes. Donc, quelques siècles plus tard, on a eu la loi Sarbanes-Oxley en juillet 2002 aux États-Unis, suite à l'affaire Enron et au scandale financier de l'affaire Enron, et d'autres, WorldCom, etc. Et renaissance, réactualisation de ce sujet. Pour faire simple, une bonne dizaine d'années de travaux, c'est ça. Alors, publié dans The Conversation France, publié dans Management, la revue Management avec Julien Cuzin, publié avec Joël Surplis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos 10 années de travaux? Donc, sur le lanceur d'alerte. Sur le lanceur d'alerte, d'alerte. En fait, on s'est intéressé très rapidement avec les différents collègues que vous avez cités. Patrick Caïba aussi. Patrick Caïba. On s'est intéressé beaucoup à la trajectoire du lanceur d'alerte. Parce que finalement, le lanceur d'alerte apparaît très vite quand il y a un lancement d'alerte qui est médiatisé. Je voudrais quand même signaler ici que les affaires que l'on connaît sont uniquement celles qui ont franchi les étapes de la médiatisation, donc qui sont sorties hors les murs de l'organisation. Mais il y a toutes celles que, par définition, nous ne connaissons pas parce qu'elles ont très très bien réussi à être étouffées par les organisations desquelles elles sont parties. Donc, pourquoi s'intéresser à la trajectoire du lanceur d'alerte? Il y a plusieurs questions qui ont été explorées. Pourquoi cet acharnement des organisations sur quelqu'un qui, au fond du fond, veut défendre l'intérêt général? C'est un choix difficile. Après, comment devient-on lanceur d'alerte? Est-ce qu'on l'est par nature? Est-ce qu'on est NAIT lanceur d'alerte? Ou est-ce qu'on le devient? Ça, c'était une deuxième question. Et puis, après, il y a une autre série de questions sur la résilience de certains lanceurs d'alerte versus l'écroulement d'autres. Et quand résilience il y a eu, quels ont été les facteurs internes aux lanceurs d'alerte, mais aussi les facteurs externes environnementaux qui ont permis un autre axe a été de dire, mais finalement pour protéger les lanceurs d'alerte, parce que ça c'est une absolue nécessité, pour protéger les lanceurs d'alerte, il est important aussi que le management des organisations comprenne qu'ils ont plus à gagner, à instruire sérieusement les questions d'alerte, plus à gagner qu'à perdre en étouffant et en maltraitant le lanceur d'alerte. Donc l'actualité est tout à fait bouillonnante. On pense à Antoine Deltour, on pense à Stéphanie Gibault, enfin voilà. Évidemment, et qui sont aujourd'hui ceux qui peuvent raconter sur les ondes leur parcours dans les médias, à travers des ouvrages, leur parcours, les difficultés qu'ils ont rencontrées, et quelque part cet incroyable système de représailles
qui se met en place, mais qui est en même temps tout à fait compréhensible, puisque une organisation qui se sent menacée, il va y avoir une cohésion intra-groupe qui va être beaucoup plus forte, et elle se protège parce qu'il y a évidemment des menaces sur des effets de réputation, etc. Donc, mes recherches ne sont absolument pas dirigées contre le management ou contre les DRH. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. C'est très compliqué de déployer ce type de système parce qu'il faut bien voir que ça peut introduire aussi de la défiance dans les équipes managériales. Il y a eu des entreprises célèbres qui ont rebaptisé les lignes d'appel de lancement d'alerte Allo Collabo. Donc c'est compliqué ça aussi. Tout un imaginaire de la dénonciation. Oui, et puis il y a des dimensions évidemment culturelles. Donc en traversant l'Atlantique, la loi Sarbanes-Oxley, du fait de son extraterritorialité, a percuté des équilibres hiérarchiques, des équilibres managériaux et des équilibres d'organisation. Avant peut-être de venir sur le dilemme, notamment moral, les paradoxes, on a progressé. Oui, on a progressé, tout à fait. Alors, le 20 novembre 2018, l'Union européenne a voté un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Grande victoire, indirectement et très directement liée à l'affaire Antoine Deltour et au travail de à peu près 120 députés européens qui ont travaillé à ce projet. Et le 21 novembre 2018 va être lancé, on pourrait dire que c'est le kick-off de la maison des lanceurs d'alerte en France, avec quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour que cette maison des lanceurs d'alerte voie le jour et qui est Nicole Marie Meyer, elle-même lanceuse d'alerte, et avec Transparency International. Vous avez évoqué, voilà, qu'est-ce qui fait qu'en tant que lanceur d'alerte, je vais au risque de me voir accusé de traîtrise, donc une sorte de dilemme moral. Le paradoxe pour l'organisation, qui ne veut pas que ça se sache, qui pourrait y avoir à y gagner. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on peut réussir à sortir de la caricature sur ces sujets. On a l'impression que dès qu'on touche aux lanceurs d'alerte, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui disent mais en fait le lanceur d'alerte espère faire du chantage auprès de sa société, etc. Quelques exemples en tête. Voilà. Vous pensez qu'on peut en sortir de cette caricature ? Je crois que de toute façon, il faut sortir de la caricature, à la fois pour progresser dans la protection du lanceur d'alerte, ce qui est absolument indispensable, parce que c'est quand même le pot de terre contre le pot de fer. Il y a le temps de l'alerte qui peut être très court, et on reviendra après sur parler ou se taire, mais le temps de l'alerte peut être très court, le temps de la justice est très long. Les moyens d'une multinationale face à un lanceur d'alerte qui finit par mettre sur la table, sur la place publique, des documents, des informations dont il a eu connaissance pour dénoncer des misconducts, pour dénoncer des faits de fraude ou de suspicion de fraude. Ces moyens sont sans commune mesure. Les uns vont mettre en face 15 avocats des meilleurs cabinets internationaux, et en face, le lanceur d'alerte aura un comité de soutien avec sa famille, ses amis et quelques ex-collègues qui ne lui ont pas tourné le dos. Donc c'est tout à fait intéressant de voir pourquoi cette figure, c'est une des questions, une de nos questions avec mes collègues, pourquoi cette figure finalement parle. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec certains d'entre eux, connus, moins connus. En réalité, tous disent à peu près la même chose. Si on avait su, on aurait refait la même chose, parce que au bout d'un moment, c'est une cause qui devient plus grande que. Ça s'appelle la défense de l'intérêt général. Mais dans le même temps, au moment où ils lancent l'alerte, la plupart d'entre eux ne peuvent pas imaginer une seconde ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce qui se joue au moment où ils lancent l'alerte est quelque chose qui est tourné par rapport à eux, par leur propre analyse, d'eux-mêmes devant la glace, devant le miroir, et qui est de dire on ne peut plus continuer à faire comme si on ne savait pas. Donc il y a une espèce de colonne vertébrale éthique. Nicole Marie Meyer parle de résistance éthique, mais qui n'est pas quelque chose qui est une donnée à la naissance, qui est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, se construit. Notre système de valeurs ne permet plus d'absorber
en quelque sorte une tension trop forte entre des constats et voilà. Après, c'est l'aventure. Certains lanceurs d'alerte connaissent des parcours, alors tous connaissent des parcours difficiles de représailles, de mise à l'écart, de licenciement. Tous ou presque connaissent des situations financières extrêmement compliquées. Certains d'entre eux voient même leur couple éclater, leur famille éclater. Mais pour autant, ils font leur un combat qui est plus grand qu'eux au bout d'un moment. Et certains d'entre eux, évidemment, vont dans la reconversion professionnelle et en général essayent de rendre à la société. Alors évidemment, plus il y a des cas de lanceurs d'alerte, plus ces cas sont médiatisés, plus des lanceurs d'alerte putatifs pourraient se méfier et dire non, je sais ce qui est arrivé à un tel ou un tel, je ne vais pas me lancer dans cette aventure. C'est donc pour ça qu'il est extrêmement important et urgent de très bien protéger. Il y a eu un autre progrès qu'il faut citer, qui est la loi Sapin 2 en France, qui a redéfini le lanceur d'alerte, qui offre un cadre de protection. On pourra discuter, quand tous les décrets seront parus, de l'effectivité, de l'efficacité réelle de ces dispositifs. Parler ou se taire, le dilemme du lanceur d'alerte, le dilemme de l'organisation, c'est-à-dire accompagner cette parole ou au contraire l'étouffer. Voilà, un très très beau sujet dont maintenant quasiment chaque semaine, on a un cas entre les Panama Papers, voilà, c'est un sujet d'avenir. Tout à fait. Alors c'est un sujet qui est important parce qu'à chaque fois, le dilemme auquel fait face le lanceur d'alerte, parler ou se taire, il est à chaque fois réindividualisé et recontextualisé dans une histoire particulière. Donc le lanceur d'alerte, s'il parle, il est en cohérence avec sa colonne vertébrale éthique, il est en cohérence avec le système de valeurs qu'il défend, mais il commet un acte de déloyauté vis-à-vis de sa hiérarchie. Et s'il se tait, c'est une manière aussi de protéger sa hiérarchie. Ce n'est pas forcément par pure peur individuelle, c'est une manière d'être loyal. Les chartes éthiques que font signer certaines entreprises à leurs salariés les engagent. Et dans ces chartes, qui sont souvent des principes généraux, plein de bonnes valeurs, auxquelles tout le monde pourrait, en première intention comme ça, auxquelles tout le monde pourrait adhérer, dans ces chartes, il y a des éléments qui permettent aux lanceurs d'alerte potentiels de douter de systèmes de représailles. Donc c'est toujours très intéressant de regarder au fond les choses. Mais il faut comprendre aussi, pour être balancé, équilibré, et puis surtout pour faire progresser la cause, il est important de comprendre aussi, de mon point de vue, pourquoi les entreprises réagissent comme elles réagissent aujourd'hui. Donc si on travaille sur des cas, il faudra donc travailler sur des jurisprudences aussi. Absolument, absolument, d'où l'intérêt de travailler dans des recherches collaboratives avec les juristes. Merci Sandra Charpentier. Merci Jean-Philippe.